Bonjour, je m'appelle Tyler McCann, je suis le directeur général de l'Institut canadien des politiques agroalimentaires. Avant d'entamer notre discussion, je tiens à préciser que je participe à ce webinaire depuis Ottawa, qui se trouve sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. En tant qu'organisation, nous reconnaissons que c'est la responsabilité du l'ICPA de veiller à ce que les générations futures de gardiens de la terre soient respectueuses et reconnaissantes de la générosité de cette terre. Le travail de l'ICPA est possible grâce au soutien de nos partenaires. Vous pouvez en apprendre plus sur comment votre organisation et vous-même pouvez soutenir l'ICPA sur notre site Internet ou n'hésitez pas à contacter Brie Jones, notre directrice du développement corporatif. Nous avons hâte de vous parler pour savoir comment promouvoir des solutions politiques. La durabilité et sa place dans le paysage politique agricole est une question très importante au Canada. Mais la durabilité est aussi un défi mondial qui nécessite une action locale. Et cette action locale doit être générée au niveau local parce que ces actions interagissent avec le commerce et sont examinées de très près étant donné le rôle du commerce dans la sécurité alimentaire internationale. Les dialogues politiques et les débats à l'intersection sur la durabilité, le commerce et la politique agricole est à une situation critique. L'intersection peut sembler être une collision entre différentes approches politiques dans le monde qui ont un impact sur les fermiers et les systèmes agricoles. Dans le cadre de cette conversation aujourd'hui, nous voulons examiner cette intersection pour comprendre ce qui se passe au niveau politique en Europe, quels sont les défis et opportunités que cela crée pour le Canada et qu'est-ce que nous pouvons apprendre de l'expérience européenne. Donc, j'entends que quelqu'un n'entend pas l'audio. Nous avons trois grandes invités qui vont participer à la conversation aujourd'hui, Sofia Manzanero, Christina Cole et Claire. Et n'hésitez pas à poser des questions grâce à la fonction questions et réponses et nous répondrons à vos questions. Donc, je vais maintenant donner la parole à Sofia Sanchez Manzanero. Elle est la correspondante de SCP Global à Bruxelles, spécialisée dans l'agriculture et l'environnement. Elle a été productrice pour Good Morning Europe, une journaliste numérique pour Euronews en anglais et en espagnol. Sofia a aussi passé du temps au Canada où elle a fait des études en journalisme. Sophia, cela fait plaisir de vous voir aujourd'hui avec nous ce matin. Merci de m'avoir invité, Tyler. Sophia, vous couvrez les politiques européennes en matière d'agriculture, de développement durable et de commerce, qui est un portefeuille très occupé au moment où les politiques environnementales deviennent de plus en plus des sujets politiques. Nous avons vu les journaux, mais vous avez rencontré ces fermiers européens qui sont en train de protester à Bruxelles. Donc, j'aimerais vous demander qu'est-ce qui a amené ces fermiers à aller dans la rue et quels sont les facteurs qui les motivent partout en Europe? C'est peut-être difficile de comprendre de l'extérieur euh, ce qui s'est passé parce qu'il y a des protestations qui ont commencé en Allemagne et cela s'est répandu à la Pologne en décembre et les fermiers sont en train de gagner du momentum et quasiment tous les membres des pays de l'Union européenne se sont à eux, mais ce ne sont pas des protestations homogènes, mais selon, cela répond à des griefs de niveau national. Mais bien sûr, l'agriculture en Europe est décidée au niveau de l'Union européenne. Donc, il y a des questions sous-jacentes qui sont partagées par tous les fermiers partout en Europe. Donc, souvent, c'est lié à la question de la difficulté d'avoir un revenu, la situation financière des petits fermiers et l'impact du changement climatique qui a beaucoup d'impact sur plusieurs membres de l'Union européenne dans des pays comme dans le sud de l'Europe, comme l'Espagne, mon pays, et aussi la mise en œuvre de nouveaux règlements. Et aussi, il y a un vieillissement des exploitants agricoles. Il n'y a pas beaucoup de renouvellement et pas beaucoup, parce que ce n'est pas une profession qui est très attirante pour les jeunes fermiers. Et nous avons aussi parler aussi de la question du commerce qui est perçu, le commerce européen qui est perçu de manière particulière par les fermiers. Donc, étant donné surtout les nouveaux accords commerciaux avec les producteurs agricoles majeurs. Et dans ce cas-ci, nous parlons des négociations, notamment avec les États-Unis, qui existent depuis plus de 25 ans, mais et aussi des négociations avec le Mercosur, le Brésil et l'Argentine. Et, et donc, les fermiers craignent que
les nouvelles importations de viande surtout vont étouffer leur marché et parce que ces pays ne sont pas sujets à des exigences aussi strictes qu'en Europe. Et donc, je pense que quand nous lisons en fait les journaux, ce que nous entendons souvent, et cela a été particulièrement vrai en Hollande, c'est que cela était un mais je pense qu'il y a une différence entre la réaction aux politiques par rapport à l'azote dans les Pays-Bas et ce qui motive les protestations en France ou en Pologne, où il y a des dimensions nationales uniques qui sont en jeu. Et en effet, l'Uni- l'Euro- l'Union européenne est un continent avec 27 différents membres et des agricultures différentes. Et donc, même dans un pays comme l'Espagne, les modèles agricoles varient d'une région à l'autre. Donc, c'est très difficile euh, par exemple, la politique de l'azote peut être un peu plus difficile pour les Pays-Bas. C'est un pays qui a déjà ses propres problématiques par rapport aux émissions d'azote. Et donc, le gouvernement a dit mettre en place cette mesure, mais il y a un grand encouragement de la part de l'Union européenne, la Commission européenne, à mettre en place un système agricole plus durable. Et donc, par exemple, il y a une stratégie qui s'appelait de la ferme jusqu'à la fourchette. Et donc, cela fait partie d'un nouvel environnement et d'un nouveau cadre légal plus environnemental. Et aussi, euh, il y a une, il y a aussi une résistance qui vient du secteur agricole. Je suis ce qui se passe au niveau législatif et la plupart de ce qui a été décidé n'a pas été mis en œuvre et la plupart de ce plan initial a été abandonné ici à la fin du mandat parce que nous sommes rendus à la fin du mandat de la Commission européenne. Nous aurons à avoir des élections qui vont se produire en juin. Donc, certains de ces plans très ambitieux ont été abandonnés à cause de la résistance. Et à, par rapport à ces élections, nous avons vu plusieurs euh, Donc, oui, j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes ont parlé d'un dialogue avec les fermiers et entendre certains de leurs dialogues. D'après vous, quelles sont vos attentes par rapport au résultat de ce dialogue stratégique? Donc, beaucoup de gens l'ont dit, ce dialogue aurait dû commencer plus tôt et peut-être qu'il aurait dû commencer quand les plans de durabilité étaient en train d'être rédigés et pas maintenant. Et c'est vrai, je dois être d'accord en tant que journaliste d'investigation et je peux vous dire que il y a eu vraiment, et il participe à beaucoup de réunions ministérielles et donc, ça peut être surprenant. C'est pas quelque chose qui arrive à tous les domaines politiques, mais d'habitude, il y a des groupes de pression qui représentent des grandes modèles d'exploitation agricole un peu plus élargis, un peu plus industriels. Et des fois, ils ne s'intéressent pas aux intérêts des exploitations agricoles les plus réduites, qui sont les fermiers les plus représentés ici en Europe. Donc, je pense que c'est important d'avoir un dialogue avec les différents. Et donc, je pense que c'est important de les intégrer et je pense que c'est important que les fermiers se sentent entendus et je pense que c'est important que les fermiers se ressentent représentés à Bruxelles. Je ne sais pas ce qui va résulter de ces négociations. Je pense qu'il y a des motivations politiques parce qu'à cause du moment où ça a été lancé. Et donc, ça a été lancé juste avant les élections. Et donc, ça a été lancé par la présidente de la Commission européenne qui d'habitude ne s'implique pas dans les politiques agricoles. Cela montre vraiment à, à à quel point il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en jeu grâce avec ces protestations des fermiers. Et juste, vous avez parlé de cet engagement de comment les exploitants agricoles sont très actifs et d'après vous, les défis et les relations que la communauté agricole a avec à Bruxelles, c'est souvent. Mais nous voyons vraiment qu'il y a maintenant des directorats et d'autres leaders politiques qui sont à la tête de ces initiatives en général qui étaient gérées par la Commission européenne. Donc oui, et je pense que dans ce sens,
commissaire européen pour l'agriculture avait moins de pouvoir que d'autres commissaires. Et donc, quand s'agissait d'influencer la nouvelle législation, pour, euh, donc, et cela s'appliquait par exemple, au commissionnaire par exemple, pour la personne qui mettait en place les accords écologiques, et on peut voir même dans le Parlement européen, il y avait des tensions entre le comité environnemental et le comité agricole, et qui a tendance à être un peu plus conservateur par rapport aux questions de durabilité, de protection environnementale. Donc, je pense que absolument cette relation, le secteur agricole ou le groupe de pression agricole en- ils avaient une proximité avec la direction générale, mais ce n'était pas eux qui étaient à la tête des législations majeures. Et donc, vous pouvez voir assez souvent que le commissaire de l'agriculture était, a adopté des positions qui étaient en contradiction avec la position officielle de la commission. Par exemple, je veux dire que le commissaire vient d'un groupe d'extrême droite en Pologne. Donc, des fois, ils peuvent être un peu sceptiques par rapport à l'Union européenne, mais c'est sûr qu'il y a eu des tensions. Et donc, cela se retrouve sur la question des pesticides. Donc, par exemple, il y avait des règles qui ont été abandonnées, mais le commissaire de l'agriculture n'était même pas présent lors de la conférence de presse, et cela en dit beaucoup. Donc, merci, Sophia, pour nous avoir mis la table. Donc, je vais passer la parole à Christina Cole, et la directrice générale de TradeUp, une société de conseil qui conseille les entreprises, les organisations et le gouvernement sur la manière de tirer parti des opportunités commerciales mondiales, d'améliorer les conditions commerciales et de surmonter les obstacles au commerce. Elle a beaucoup d'expérience de consultante sur les questions commerciales avec plusieurs États au cours des années. Elle a travaillé sur les questions de commerce, la gestion de crises politiques, et notamment consacré beaucoup de temps à Brexit. Christina, vous connaissez les CPA au cadre du travail, et vous avez fait beaucoup de travail sur la durabilité et la politique, mais c'était difficile parce qu'il semble y avoir un besoin continu au cours de la dernière année de mettre à jour ce rapport afin de rester aligné sur les changements. Donc, je voulais commencer à poser une première question sur le paysage politique et réglementaire de l'Union européenne, et donc quelle est la différence entre l'état de la politique et les objectifs de haut niveau, et comment ces politiques sont mises en œuvre aujourd'hui. Oui. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Donc, je vous parle depuis Bruxelles, où il y a une tempête. Et d'abord, je dois commencer en disant que nous, l'agriculture européenne est un animal très diversifié d'un point de vue géographique. L'agriculture en Espagne est très différente de l'agriculture en Suède, par exemple. Mais si d'un point de vue structurel, par rapport à la taille, des exploitations agricoles, et aussi dans la structure démographique par rapport à l'âge, et aussi les attitudes. Est-ce qu'ils exportent? Est-ce qu'ils sont plus dans une autonomie euh, ag- alimentaire? Donc, il y a une énorme diversité. Et la durabilité en tant que telle, bien sûr, est une question très locale. Euh, on ne peut pas avoir le même genre de durabilité partout et on ne peut pas l'imposer non plus au niveau local. Et la diversité est énorme. Et la commission a pris cela en compte, et cela se voit dans la dernière réforme de la politique agricole commune. D'un côté, ils ont imposé une direction vers la durabilité, mais de l'autre côté, ils ont donné à chacun des membres États plus de flexibilité pour savoir comment mettre en œuvre cette durabilité dans leur plan national. Et c'est un processus que nous sommes en train de commencer. Nous sommes dans la première année de mise en œuvre. Et il faut reconnaître que les résultats sont pas très convaincants. Tout d'abord, beaucoup d'États membres ont été très hésitants et n'ont pas voulu mettre en place de nouvelles approches innovatrices par rapport à la mise en œuvre de la durabilité. Donc, la plupart d'entre eux ont choisi de continuer les pratiques adoptées auparavant et de donner un vernis écologique. Mais certaines personnes ont décidé d'avoir
une approche plus courageuse, comme par exemple les Pays-Bas ont une approche très intéressante, mais même les pays qui ont mis en place des mesures intéressantes n'ont pas été adoptées par les fermiers. Donc, la situation allemande est très intéressante parce que les Allemands ont dû soumettre leur proposition pour un plan national à trois reprises auprès de la Commission et la Commission avait hésité à mettre trop de pression sur les États membres, mais dans ce cas-là, ils l'ont fait parce qu'ils pensaient que les mesures agro-environnementales n'étaient pas suffisantes. Finalement, le plan allemand a été adopté par la Commission et ils ont une coupe de programmes où ils ont eu aucune demande des fermiers qui n'étaient pas du tout intéressés à mettre en œuvre ce type de mesures. Donc, cela montre que c'est très complexe cette relation entre avec les communautés agricoles, le gouvernement national et la Commission. Donc, c'est comme s'il y avait une relation triangulaire. Et bien sûr, la direction est très claire. Les fermiers doivent en faire plus pour atteindre les cibles de réduction des émissions. Et si on regarde tous les calculs pour savoir comment réduire les émissions, et il y a une compréhension très claire de la part de tous les experts que le secteur agricole n'est pas en train d'en faire assez. Et donc, les émissions de l'agriculture stagnent, mais ne sont pas réduites. Donc, si l'Europe veut atteindre leur cible, ils doivent mettre en place quelque chose de plus radical en termes d'agriculture. Pour l'instant, nous devons être très clairs. Les dernières réformes n'existent que depuis l'année dernière, donc cela a été retardé d'une année. Donc, nous sommes maintenant dans la première année de mise en œuvre. Et c'est quelque chose c'est un cadre qui va rester en place jusqu'en 2027. Donc, nous ne pensons pas que quelque chose va se produire d'ici là. Donc, maintenant, il faut réfléchir à la prochaine étape, à quel point les réformes en termes de politique agricole commune doivent être plus radicales. Il y a beaucoup de discussions à ce sujet. Et en plus, après, je pense que nous devrons voir ce que la Commission va proposer, à quel point les États membres sont prêts à s'engager à aller plus loin et qui va financer tous ces changements de direction politique. L'accord écologique est une initiative très intéressante. Et je pense que cela montre le dilemme qui est inhérent à la politique européenne. Les gens en dehors de l'Europe voient l'Union européenne comme étant un bloc, un gouvernement uniforme, mais la nature de l'Union européenne est très différente d'un État-nation. Donc, les gens pensent que la Commission fonctionne un peu comme un gouvernement et le gouvernement a un parlement et la majorité au parlement. Et donc, si le gouvernement établit un plan, vous avez des discussions au niveau parlementaire et il y a des ajustements mineurs et après c'est adopté parce que vous avez la majorité politique, mais ce n'est pas du tout le fonctionnement de l'Union européenne. La Commission fait des propositions et avec des grandes ambitions. Et ensuite, il y a une grande discussion avec les États membres, avec le Parlement européen, pour savoir si nous voulons vraiment cela, à quel point nous allons adopter les plans de la Commission. Et la Commission n'a pas de majorité, donc la majorité fluctue d'une proposition à une autre. C'est un exercice politique qui est beaucoup plus difficile que ce qui se passe au sein d'un pays qui a un gouvernement. Donc, je pense que par rapport à cet accord écologique, cela montre clairement que si on parle de la durabilité à un niveau élargi, donc si on parle, par exemple, de nos cibles en termes d'émissions, tout le monde est d'accord. Si on parle de stratégie élargie, tout le monde est d'accord. Mais donc, on commence à parler de mise en œuvre pratique de politique. Là, il y a plusieurs fossés qui apparaissent et c'est ça qui nuit à cet accord écologique. Ce sont des problèmes qui viennent de la mise en œuvre. Et, et donc, et en fait, Christina, c'est exactement ce qui se passe au niveau du débat sur la durabilité au Canada. Donc, euh, mais la commission, d'après vous, ces pressions sur
de mise en œuvre de la durabilité a-t-il un impact sur les mesures qui sont reliées aux différentes frontières? Donc, nous avons parlé de plusieurs clauses et nous savons que l'Union européenne est un leader par rapport à cela. Donc, d'après vous, comment est-ce que cette politique de durabilité a un impact sur les frontières autour de l'Europe? Donc, quand nous parlons de politique agricole, je ne pense pas que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'impact parce que ce que nous pouvons faire, c'est travailler sur les questions ce qu'il faut, il est important de spécifier que la Commission n'a pas une stratégie par rapport à la durabilité agricole. Donc, il y a une question sur les pratiques commerciales, mais pas vraiment sur la durabilité. Donc, je pense que ça va arriver, mais pour l'instant, ils veulent se concentrer sur la mise en œuvre de cette politique en durabilité. Mais il y a eu certains cas très limités où il y a eu cette question d'un effet à l'externe sur les mesures de durabilité de l'Europe. Et donc, ça, c'était particulièrement c'est par rapport à des pesticides très toxiques où l'Union européenne a dit nous n'utilisons pas cela, nous les interdisons. Donc, les produits agricoles qui ont été aspergés avec ces pesticides ne peuvent pas entrer dans l'espace européen. Mais, mais il n'y a pas vraiment eu beaucoup de préoccupations euh, parce que des pays comme le Canada et les États-Unis n'utilisent pas ces pesticides. Ce sont des pesticides qui sont utilisés dans des pays en développement, mais ça n'a pas été vraiment un problème commercial. Mais bien sûr, mais nous avons bien sûr un mécanisme d'ajustement à la frontière pour les émissions en carbone et donc qui a été mise en œuvre en janvier. Donc, pour l'instant, cela n'inclut pas l'agriculture, mais cela inclut tous les produits chimiques, donc comme par exemple les engrais. Mais nous devons voir comment cela va se passer. Mais nous devons garder à l'esprit le fait que cet accord va inclure l'agriculture. Donc, à mon avis, à long terme, je ne pense pas que l'agriculture va continuer à être exclue de cet accord. Donc, une fois que cela sera inclus, nous allons voir comment ça s'applique à d'autres secteurs. Et je pense que tout le monde voit que, donc, nous voit, donc, si nous commençons à bien réfléchir à cela, parce que nous pensons que si les exigences deviennent trop strictes, la production agricole va être déménagée vers d'autres pays. Donc, ça va être important de voir comment nous allons fonctionner par rapport à ce sujet. Et je pense que ce qui est très intéressant de voir, c'est que pour le Danemark, pour l'instant, est en train de parler d'une taxe du carbone sur l'agriculture. Et c'est le premier pays qui va le faire d'une manière très sérieuse. Je pense qu'il y a une couple de jours de cela, un groupe d'experts qui a été nommé et qui avait reçu la responsabilité d'émettre un rapport, a suggéré trois rapports pour pouvoir examiner cela en profondeur. Et, et ils vont avoir une consultation élargie avec des parties prenantes, que ce soit les consommateurs, les fermiers, les ONG, avoir une consultation très élargie pour savoir comment mettre cela en œuvre. Cela inclut aussi une conversation très sérieuse pour savoir qui doit payer cette taxe carbone. Est-ce que ce sont les fermiers? Est-ce que ce sont les consommateurs? Est-ce que ce sont les finances publiques? Ou est-ce que le pourcentage doit être divisé entre ces différents groupes? Et donc, je pense qu'une fois que nous aurons déterminé quelque chose à ce sujet, ça aura un gros impact sur l'Union européenne. Et je pense que si nous continuons à mettre cela en œuvre, alors cette conversation va s'élargir au reste de l'Union européenne. Mais non, je vais m'arrêter là. J'allais commencer à avoir le décodage dans ma tête. Donc, j'apprécie cela. Donc, c'est une discussion sur la taxe carbone. Elle semble être plus réfléchie que ce que nous avons eu au Canada.
Et donc, là, maintenant, j'aimerais inviter Claire Cito, qui est notre dernière participante à ce panel. Donc, elle est la présidente fondatrice de TradeBridge, une société de conseil en matière de commerce, de politique de relations internationales. Elle travaille avec l'ICPA sur plusieurs projets et elle est présidente euh, elle a travaillé sur plusieurs accords bilatéraux, y compris plusieurs accords de libre-échange bilatéraux et multilatéraux, notamment la CEG, le CPTP, le CUSMA, le QCTA. Et aussi, elle a occupé des postes au sein du ministère des Affaires mondiales, de l'Agriculture de l'Alberta. Et aussi, elle a travaillé, elle était aussi l'ancienne vice-présidente de l'Alliance française. Et donc, j'aimerais parler du rapport que vous avez coécrit qui a été euh, produit par des membres du Forum mondial pour la politique agricole et l'innovation. Et donc, cela inclut des gens de l'Australie, de l'Europe. Et donc, nous avons aussi rencontré plusieurs membres de l'OMS. Et est-ce que vous pourrez parler en fait de certains des points saillants de ce rapport dans ce webinaire? D'abord, ça me fera plaisir de faire ça. Donc, merci de m'avoir invité à cette discussion. Et donc, je vais parler de mes notes pour vous parler des points forts de ce rapport. Donc, en octobre dernier, j'ai participé au mondial pour la politique agricole et l'innovation, où il y avait plusieurs experts des politiques commerciales qui voulaient discuter de la question de l'agriculture durable et des politiques commerciales. Et le rapport étant en fait un résumé de ces conversations quand elle parle de l'interaction particulière entre la politique commerciale et la durabilité agricole. Il y a d'autres choses qui ont été discutées, mais qui n'ont pas été incluses dans ce rapport quand elles n'étaient pas connectées à cette intersection particulière. Et le contexte est important et c'est la prévalence des mesures de durabilité à l'échelle internationale. Donc, les discussions, identifier les défis qui sont posés par les mesures de durabilité au commerce agricole et leurs conséquences non prévisibles qui ont un impact sur la productivité, la durabilité et l'environnement. Les discussions ont aussi souligné ce que j'appelle les opportunités de préparer le chemin pour des systèmes alimentaires qui soient à la fois équitables et résilients en alignant les ambitions agricoles durables avec les politiques commerciales. Donc, deux questions ont été posées aux participants. Quel est l'état idéal de commerce et comment se rendre à cet état? Et je pense que s'il y a une leçon à retenir de ce rapport et de l'atelier, c'était que c'est une approche axée sur le résultat. Le forum, et vous pouvez voir les points forts ici, ont souligné 4 points d'exploration. Renforcer les systèmes alimentaires et le commerce par des approches de la durabilité fondées sur les résultats. Et le point c'est que la durabilité et l'agriculture ne peuvent pas être approchées avec une approche unique. Les politiques commerciales doivent reconnaître que les systèmes prennent en compte des pratiques locales qui sont adaptées aux environnements locaux. Chaque région a des pratiques de production locale, des conditions environnementales, des paysages, des cultures différentes, ainsi que des sols différents. Et il donc, l'adoption unilatérale de politiques environnementales dans un pays peut avoir un impact sur l'avantage compétitif des fermiers dans d'autres pays. Et donc, les politiques commerciales devront faire la différence, les objectifs de durabilité et les pratiques de durabilité. En général, les participants étaient d'accord sur le fait de garantir que le commerce s'appuie sur une vision partagée de systèmes alimentaires durables
et aussi des objectifs de durabilité établis par les Nations Unies et que ces objectifs soient adaptés aux contextes locaux. Et ce qui était intéressant dans cette conversation, c'est que les participants étaient d'accord que pour créer un terrain de jeu égal et éliminer les obstacles, ils envisageaient un cadre international pour une agriculture durable qui allait inclure une vision partagée des objectifs communs, des principes et des attributions régionales et des normes mesurables appuyées sur des données probantes déterminées par la science pour pouvoir aller de l'avant. L'autre leçon principale, c'était par rapport aux besoins d'intensifier la coopération mondiale pour soutenir des politiques cohérentes et un cadre mondial pour l'agriculture durable. Et l'objectif, c'était de créer une assiette à spaghetti pour déterminer la compétition et cela a un impact direct sur les entreprises et avec, même si cela a un coût, donc qui peut être administratif, qui peut être en termes d'exigences commerciales. Et la préoccupation, c'était que cela pourrait fragmenter la scène et le paysage d'une manière qui a un impact négatif sur les entreprises, alors que ces entreprises ont besoin d'un certain contexte environnemental pour pouvoir mieux travailler. Et nous devrons créer un système qui soutienne les gens de manière mutuelle. Et un des défis, c'est que cela vient d'un manque de coordination et il y a une déconnexion entre les personnes qui travaillent en agriculture, en commerce et en santé. Et cela rend les choses un peu plus difficiles. Et pour essayer de résoudre ce dilemme, les organisations internationales doivent jouer un rôle important afin de s'attaquer aux lacunes et de développer un cadre global qui crée des règles de commerce et environnementales qui soient favorables à tous. Et c'est pour ça que la coopération mondiale est intéressante pour l'harmonisation des règles commerciales et afin de s'assurer que les efforts pour améliorer la durabilité ne créent pas des obstacles ou des coûts supplémentaires pour les entreprises. Et je vais vous parler de troisième point et je vais parler rapidement du quatrième. Donc, le troisième point important, c'est le besoin d'optimiser le commerce pour faire de l'agriculture durable et rentable. Et d'un point de vue fondamental, c'était très clair dans l'atelier. Il y a un besoin d'accepter que euh, les, les systèmes alimentaires peuvent être rentables pour les fermiers et pour les manufacturiers. D'un point de vue économique, c'est une activité qui doit être viable et aussi partagée. La responsabilité doit être partagée le long de la chaîne d'approvisionnement, mais aussi il doit y avoir un équilibre entre les facteurs environnementaux et économiques. Donc, ça sert que les systèmes donnent de la nourriture, de la sécurité, créent une source de revenus. Et donc, c'est ce qu'on appelle le triple défi de la durabilité et les subventions locales qui émergent montrent que les programmes de soutien agricole, la majorité de ces programmes ont un impact de distorsion sur le commerce et un impact négatif sur la nature. Et donc, il y a une manière ici, une opportunité ici d'améliorer ces systèmes. Et donc, à un moment donné, un point qui a été mentionné par rapport au besoin d'avoir plus de transparence par rapport au rôle des consommateurs, si la durabilité est vraiment la nouvelle norme mondiale. Il faut savoir comment cela est communiqué aux consommateurs pour s'assurer que cela crée des valeurs et une valeur ajoutée qu'ils seront prêts à payer. Et donc, cela veut dire avoir à la fois des indicateurs mesurables et de la transparence qui sont des outils très utiles pour cela. Et la quatrième leçon, c'est l'opportunité d'exploiter les données, la technologie pour transformer la façon dont nous cultivons et commercialisons les denrées alimentaires. Et donc, l'enthousiasme pour les avantages technologiques
vient de la capacité à capturer et analyser et échanger les données à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement. Donc, utiliser les données et la science pour informer les décisions afin d'améliorer les opérations au niveau des fermes agricoles et de créer de la transparence, de la confiance et de la redevabilité à travers toute la chaîne de valeur. Donc, Claire, je vais poser la même question que j'ai posée à Sophia. Et donc, par rapport à cet accord international, donc, à un moment donné, il y avait une idée qu'un accord international serait un défi pour l'agriculture canadienne. Mais la réalité, c'est que ce sont les accords mondiaux qui ont contribué à la réussite de l'agriculture canadienne au niveau international, donc quels que soient les standards dont on est en train de parler. Donc, comment est-ce que nous parlons de ça comme étant une solution qui favorisait le commerce, qui est bénéficiable aux euh, exportateurs agricoles canadiens? Donc, je pense que par rapport à la question de la durabilité, il est important de regarder les données probantes et plusieurs commentaires reflètent ça dans le rapport. Nous avons besoin de plus de données probantes et mieux de dialogue pour mieux évaluer l'intersection entre le commerce et la durabilité et savoir comment se forger un un chemin vers l'avenir qui prenne en compte des règles, les accords commerciaux, des principes mondiaux et des normes qui sont établis par des agences internationales. Oui, et il y a une très grande reconnaissance de mettre en œuvre des approches qui sont axées sur les résultats dans ce rapport. Et je pense que nous devons examiner ce chevauchement entre la rédaction et la mise en œuvre de ces normes et aussi les différentes clauses. euh, et considérer toutes les approches axées sur la pratique, les approches axées sur les résultats. Je pense que c'est un mélange qui va être la meilleure solution et nous sommes, à mon avis, au début d'une discussion et cette tension est une opportunité de rassembler les gens, de trouver des solutions et de mieux comprendre des perspectives différentes sur la base des données probantes. Nous devons reconnaître que les pays peuvent et vont continuer à adopter des mesures de durabilité individuellement et devront reconnaître le potentiel des commerces et des politiques commerciales. Et afin que cela soit possible, les pays devront travailler ensemble. Et à mon avis, ce qui nous attend à l'avenir, c'est une meilleure utilisation du système, une meilleure intégration de ces questions de durabilité dans la sphère commerciale. Merci, Claire. Donc maintenant, j'aimerais que Sophia et, se joignent à nous et Christina se joignent à nous. Donc, et donc c'est la question de savoir quelle est par rapport au changement que l'Union européenne veut faire, peut-être que l'Union européenne ne réfléchit pas à quel est l'impact de ces décisions sur les fermiers canadiens, mais je veux savoir quelle est la compréhension qui existe en Europe par rapport à l'impact de ce cadre sur écologique et aussi de ces approches de la ferme à la fourchette sur l'européenne. Donc, quand la stratégie a été lancée, il y a une évaluation qui a été faite par la branche de recherche de la Commission européenne. Donc, un des cibles en fait de ce programme, c'est d'assurer que d'avoir 25 des fermes agricoles qui opèrent dans le cadre de l'agriculture écologique d'ici 2030. Et donc, bien sûr, cela pourrait augmenter à l'augmentation de prix et, et donc la réduction aussi des pesticides. Et donc, à l'analyse, et il y a un peu plusieurs scientifiques qui travaillent au sein de la communauté de manière indépendante qui ont donné ces résultats et il y a eu une certaine résistance. Et donc, je pense que cela a inquiété à la fois la population et les exploitants agricoles. Et d'autres scientifiques ont dit les bénéfices
que cela pour l'écosystème ne sont pas pris en compte. Donc, par exemple, comme la fertilité accrue du sol ou la santé sociale. Donc, Donc, il y a un peu une tension scientifique parce qu'il y a des gens qui disent que la productivité va augmenter, d'autres qui vont réduire. Et donc, ils n'avons pas assez de données par rapport aux pratiques agricoles. Nous avons changé récemment la législation autour des données agricoles. Donc, nous sommes en train maintenant de recueillir plus de données, par exemple, sur l'utilisation des pesticides parce que pour l'instant, nous avons des informations qui viennent plutôt de la vente des pesticides. Donc, nous avons besoin de plus de données. Ça a été une critique. C'est donc l'évaluation de l'impact qui est fait par la Commission parce que des fois, ils admettent eux-mêmes qu'ils n'avaient pas assez de données et cela a amené à de la résistance des États membres. Ils ont demandé d'ailleurs une deuxième évaluation. Et donc, parce que les gens veulent s'assurer que la sécurité alimentaire ne soit pas endommagée dans l'Union européenne. Donc, mais la notion de des données est très importante et les évaluations ne sont pas aussi bonnes que prévu. Et Christina, est-ce que d'après vous, donc il y a ces dynamiques qui sont peut-être des fois difficiles à comprendre, la relation entre ces différents politiques. Donc, par exemple, quand on écoute, on pense à ce projet. euh, de la ferme à la table. Des fois, c'est difficile de comprendre en fait quelles sont toutes les politiques qui sont en œuvre. Et d'après vous, comment ça se passe en fait en Europe? Donc, je voulais dire pour l'avenir, oui. Donc, quand on pense à l'avenir, oui. Moi, pour l'instant, nous sommes dans une phase que moi, j'appelle hyper-politisation. Donc, il y a plusieurs facteurs. Donc, donc, un des facteurs, c'est l'impact de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui, bien sûr, a des effets en Europe sur le coût euh, de l'engrais, de l'énergie, aussi sur les... Il y a cela un impact sur l'inflation, sur les coûts d'énergie pour la population, mais aussi pour les exploitants agricoles. Aussi, il y a le conflit entre Israël et le Hamas qui inquiète beaucoup les gens. Et maintenant, en plus de ça, nous avons les nouvelles élections qui s'approchent en juin et tout le monde est très inquiet par rapport à l'émergence de l'extrême droite et surtout l'émergence politique de l'extrême droite parce qu'ils obtiennent plus de votes, parce que souvent, euh, parce que il y a, parce que, donc souvent, il y a c'est une élection qui a plus un rôle de protestation parce que souvent, c'est pas une élection de représentants locaux et donc il y a une dynamique de d'hypertilisation et je pense que les fermiers ont aussi utilisé cela. Ils ont des griefs, mais quand même, il y a une espèce de hyperpolarisation. En plus, les partis conservateurs ont décidé d'utiliser l'agriculture comme étant leur cheval de bataille pour les élections. Donc, il y a toutes ces dynamiques qui sont en place. Donc, je pense, donc, je ne veux pas dire que cet accord écologique était un échec ou que la plupart des mesures de cet accord écologique ne sont pas devenues des propositions politiques. Donc, mais si vous faites quelque chose qui est aussi perturbateur que cet accord écologique, c'est sûr que tout ne va pas être adopté la première fois. Nous devons accepter que c'est un processus, que c'est une première étape. Après, nous avons des élections. Après, nous allons avoir une nouvelle commission. Nous allons réévaluer ce qui s'est passé avec l'accord écologique. Il y a beaucoup de comités d'experts qui leur disent qu'il va falloir aller plus loin en termes des mesures qui ont déjà été proposées. Et aussi, après, il va falloir réévaluer cela et d'identifier un autre ensemble de politiques. Et ce que j'espère, et certains des problèmes qui sont intrinsèques à la construction européenne et, et avec un parlement, avec des parlements européens qui sont plus du côté de l'extrême droite, c'est sûr que la durabilité ne va pas être une problématique facile à régler, mais j'espère que la prochaine commission aura appris la leçon et qui va maintenant à mettre les choses de manière différente et réfléchir au processus. Donc, je pense que c'est pour ça que
Le dialogue stratégique, ce dialogue peut-être n'aura pas beaucoup de résultats, à mon avis, mais au moins cela ramène le dialogue et le consensus au cœur du processus politique. Et je pense que ça va être important pour la prochaine commission de mieux manœuvrer ce processus de prise de décision. Donc, une des différences que nous avons vues, nous avons entendu de ces mesures et de ceci par rapport à réduire l'utilisation des pesticides. Donc, quand nous voyons la Commission, par exemple, renouveler le glyphosate pour 10 ans, nous voyons des progrès par rapport à la modernisation des règlements sur le travail sur le génome. Mais donc, cela nous parle de la prochaine phase de l'évolution qui va se produire. Et donc, d'après vous, comment cette rhétorique politique par rapport à des résultats écologiques plus ambitieux des approches, ou alors le fait que nous avons besoin de données probantes axées sur la science, mais donc, d'après vous, comment est-ce que nous allons pouvoir réconcilier cela avec les décisions politiques et les décisions pragmatiques? Et comment est-ce que les gouvernements vont pouvoir mettre ça en place? Donc, c'est une dynamique qui est très difficile et je pense que Christine l'a dit, c'est un sujet hyper politisé aussi. Les commissaires sont en train de changer des décisions qui ont été annoncées. Donc, ce qui est dit par rapport aux pesticides, ce sont des décisions politiques. Donc, sur la base de la science, ils savent que c'est nécessaire, bien sûr, les cibles, le pourcentage. Donc, ça va être discuté, mais en général, la réduction des pesticides est quelque chose qui est nécessaire et c'est basé sur des données probantes à un certain degré, mais cela montre à quel point cette notion de glyphosate, plus les ambitions de réduction des pesticides, cela montre à quel point c'est très difficile. Donc, le glyphosate a été développé par l'Agence de la sécurité européenne et donc qui a dit qu'il n'y avait pas de préoccupation principale et donc, mais ils ont aussi dit en même temps qu'ils n'avaient pas assez de données pour mener leur analyse à bout. Mais c'est un élément qui est très difficile. Et le discours présentement est pro-exploitation agricole. Apparemment, tous les dirigeants politiques en Europe essayent d'apaiser les fermiers autant que possible et ils prennent des décisions populistes qui ne vont pas être à l'avantage des exploitants agricoles à long terme. Donc, comme le dit Christina, moi, je pense qu'il faut retourner à ce projet de la ferme à la table et aussi ces projets d'accord écologiques. Donc, je ne sais pas comment ils vont le faire maintenant qu'ils sont, ils ont pris certains pas de recul par rapport à ce qui a été recommandé. Donc, il y a des gens qui ne sont pas des eurosceptiques et qui ont soutenu ces gens qui disent nous devons, et des gens qui ont dit devons défendre les fermiers. Et donc, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Et bien sûr, la présence de l'extrême droite au Parlement va rendre le travail de la Commission beaucoup plus difficile en termes de législation. Nous allons voir comment cela va se passer. Et je vais deviner que si le Parti conservateur euh, obtiendra le leadership et ont un président qui est élu à la Commission européenne, ils vont un peu diminuer leur position par rapport à la durabilité. Mais pour l'instant, ils essayent de retrouver leur vote par rapport à l'extrême droite. Je pense que c'est un excellent exemple. Donc, il y a à voir comment les politiques devraient être faites dans un monde théorique parfait. Mais après, il y a la réalité de comment les politiques sont mises en place en prenant en compte de toutes ces conséquences. D'abord, Christina, en plus clair, nous avons parlé de la différence entre les États membres et les différentes approches qui existent là. Donc, Christina, j'aimerais savoir ce que vous pensez. Bien sûr, il y a des pays euh, européens qui sont des exportateurs agricoles comme le Danemark ou les Pays-Bas qui ont été mentionnés auparavant. Est-ce que le Canada devrait travailler plus avec ces pays membres qui ont des valeurs communes. D'après vous, qu'est-ce que vous pensez à ce sujet? Donc, ces différences
travailler avec des pays membres individuels au lieu de commissions. Donc, j'aime beaucoup cette question parce que cela me permet de parler de deux choses. Par rapport aux questions commerciales, les, les États-Unis n'ont pas voulu travailler directement avec des États membres parce que cela était perçu. Et donc, je pense que c'était aussi le cas. Donc, c'était aussi un cas de saboter les politiques de l'Union européenne. Donc, même s'il y a eu... Mais là, je pense qu'on parle de quelque chose de différent. Je pense qu'il faut être beaucoup clair par rapport aux intérêts communs qui émergent. Donc, je pense que vous avez raison de dire que peut-être que le Canada a des circonstances et des schémas de protection. Quels que soient les critères que vous décidez d'avoir avec certains États membres. Et chaque État membre a son propre dialogue sur la durabilité. La conversation danoise sur la durabilité est très différente de la discussion autrichienne sur la durabilité. Donc, je pense que oui, il faudrait voir ce qui se passe dans les dialogues nationaux sur la durabilité et voir où est-ce que le Canada pourrait établir des connexions. Et l'autre chose, je pense que si nous pensons à l'Union européenne et au Canada comme étant des entités politiques, je pense que là, il y a plus d'intérêts communs par rapport à l'agriculture durable que ce qui est reconnu par les deux côtés. Donc, je pense que nous devrions nous acheminer plus vers un dialogue sur la rédaction de politiques pour une agriculture durable et donc comment formuler ces politiques et comment avancer de manière parallèle. Donc, nous n'allons jamais faire la même chose parce que nous ne sommes pas dans la même situation, mais comment nous pourrions avancer en parallèle autant que possible parce que je suis convaincue que toute la discussion sur la distorsion commerciale pour être plus gérable parce que si la manière dont le Canada approche la rédaction de politiques agricoles durables et si la version européenne est alignée à certaines choses, je pense que cela permet de gérer ces obstacles commerciaux. Et je pense que vous êtes beaucoup plus aligné que ce que vous croyez. Je ne suis pas sûre que vous en êtes conscient. Vous êtes bien positionné par rapport à l'Union européenne parce que quand nous parlons d'accords commerciaux internationaux et bilatéraux, les deux accords importants pour l'Union européenne, c'est la Nouvelle-Zélande et le Canada. Et donc, mais Mais le vrai accord commercial qui a un impact positif sur les deux parties prenantes, c'est vraiment ces deux accords. Et le fait que nous pouvons avoir un dialogue spécifique sur l'agriculture durable dans le cadre de l'accord, je pense que cela donne aux deux côtés euh, des opportunités de discuter la durabilité et la politique agricole dans le commerce. Et je pense que la première partie de cet accord de la ECG, c'était de se porter sur l'échange de pratiques exemplaires en agriculture durable, différents secteurs de production. Puis je pense que nous sommes rendus à l'époque, nous pouvons aller à une époque, à une autre étape et de parler des décisions politiques sur l'agriculture durable. Et donc, pour revenir à ce que Claire a dit auparavant, donc, comment est-ce que nous pouvons établir pour l'avenir un cadre commercial international qui soit relatif à l'agriculture durable? Bien sûr, il y a une discussion qui sera faite au niveau multinational. Alors, de quoi sommes-nous en train de parler? Est-ce que nous allons parler à ces agences internationales et leur demander d'établir un cadre international? Nous savons euh, que l'OMC ne fonctionne pas de manière optimale. Donc, est-ce que c'est réalistique d'attendre quelque chose de leur part ou est-ce que nous devons passer à des accords bilatéraux et donc interagir avec certains pays de manière spécifique, au moins pour commencer cela et après l'élargir à l'avenir? Je pense que la relation entre l'Union européenne et le Canada et le dialogue qui en découle serait un point de départ idéal pour les deux.
Et si quelque chose en résulte qui soit positif, cela va être élargi à d'autres pays qui aimeraient se joindre à ce dialogue. Merci, Christina. Et donc, Claire, je vais poser la dernière question. Donc, quelle est une leçon clé que les acteurs politiques canadiens devraient tirer de l'expérience récente qu'on voit dans l'Union européenne? Quelles sont vos réflexions par rapport à cette leçon que le Canada pourrait apprendre? Donc, je vais faire un commentaire sur ce que Christina vient de dire parce que c'est intéressant d'entendre cela. Donc, de savoir que la ECG est un accord vraiment exemplaire et que ça va être ratifié par tous les États membres. Et donc, par rapport à cette idée de dialogue entre l'Union européenne et le Canada, c'est sûr qu'il y a une base qui existe pour cela. Il y a une série de discussions continues sur des mécanismes bilatéraux. Les deux parties prenantes font partie du groupe d'Ottawa. Ils ont commencé des dialogues sur la durabilité et je pense qu'il y a quelque chose à faire, peut-être là, à mon avis. Et donc, je pense qu'une leçon à retirer, donc une leçon à retirer de ce qui se passe en Europe, mais je pense aussi dans d'autres juridictions aussi, quand nous voyons cette résistance par rapport au commerce et ce qui se passe, d'abord, il nous faut reconnaître que, donc, ce n'est pas quelque chose qui va disparaître. Les mesures de durabilité vont continuer à cause que l'importance que les gens placent partout dans le monde par rapport à la sécurité alimentaire et aux conditions de production de leur alimentation. Et cela veut dire plus d'exigences réglementaires complexes et ce n'est pas quelque chose qui va disparaître. Et donc, et je vais encourager les gens qui sont intéressés. Donc, il y a le rapport de l'OCDE qui parle de la montée des rapports sur l'impact environnemental dans les systèmes agricoles et, et à cause des facteurs qui motivent ces préoccupations, nous savons que cela ne va pas changer. Et une chose à faire, c'est de maintenir le dialogue euh, axé sur des données probantes. Pour moi, il est important de répéter l'importance d'engagement entre les secteurs privés et publics. Il doit y avoir des coalitions afin de déterminer des idées. Et il y a des rapports, et dans ce que Christina a dit, et c'est des choses qui ont été suggérées par d'autres personnes, mais le dialogue entre le public et le privé, je pense que va jouer un rôle très important. Merci Claire. Donc, Sophia, quelle est la principale leçon que les acteurs politiques canadiens peuvent tirer de l'expérience récente de l'Union européenne? Votre micro est en sourdine, Sophia. En tant que journaliste, je pense que le dialogue et la communication en général et expliquer les politiques aux exploitants agricoles parce que ce sont les principales parties prenantes, mais aussi au public élargi. Je pense que c'est très difficile à faire depuis Bruxelles parce que le processus de prise de décision est très éloigné des capitales, mais je pense que les gouvernements et les organisations agricoles qui sont représentés à Bruxelles ou alors au Canada, et devrait expliquer ce processus de décision. Il devrait éviter la polarisation de débat que nous voyons présentement, parce que c'est pour ça que le dialogue stratégique a été lancé à cause de la polarisation. Dans les protestations que nous voyons, il y a beaucoup de manque d'informations et des fois, ce n'est pas fait exprès, mais il y a beaucoup de choses qui sont vagues. Et c'est sûr que les gouvernements vont vouloir soutenir l'exploitation agricole, mais ils doivent quand même être imposés des mesures de durabilité s'ils veulent soutenir le fonctionnement de l'industrie agricole à long terme. Donc, je pense que la communication va jouer un rôle crucial dans la durabilité. Et Christina et Sophia, d'après vous, donc, qu'est-ce que les acteurs politiques canadiens peuvent retirer de l'expérience récente de l'Union européenne en ce qui concerne le commerce et la durabilité? Et c'est aligné sur ce que Sophia a dit, donc pour utiliser d'autres termes,
Donc, si vous voulez changer votre politique et l'accès sur la durabilité, c'est quelque chose qui va créer beaucoup de perturbations. Donc, il faut avoir le plus de consensus possible. Donc, c'est pas un peu comme les décisions politiques traditionnelles. Vous dites à votre public quoi faire et il faut une autre approche, il faut plus de consensus. Cela va peut-être dire que ça va ralentir le processus, mais je pense que vous allez pouvoir atteindre votre cible de manière plus appropriée. La deuxième chose que j'aimerais que le Canadien sache, c'est que la durabilité n'est pas un autre obstacle commercial européen. C'est trop simple. La durabilité, c'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est une problématique internationale et finalement, le- l'Union européenne et le Canada sont plus alignés que ce que vous pouvez le percevoir. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est un sujet de réflexion. Donc, je pense que c'est un excellent commentaire de la fin, Christina, et nous avons hâte à continuer à travailler sur cette problématique. Nous allons continuer à construire cette compréhension et cette sensibilisation. Donc, merci beaucoup, Christina, Sophia et Claire, pour votre participation aujourd'hui. Et je remercie aussi tous les membres du public. Donc, nous allons vous partager le lien et le webinaire sera disponible sur la chaîne YouTube de l'ICPA. Et aussi, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous et à participer à notre liste d'envoi courriel. Merci et je vous souhaite un excellent reste de la journée.